et bienvenue pour ce nouveau numéro des rendez-vous de travail et sécurité. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à la problématique des accidents du travail et de leur analyse. Pour rappel, en 2021, c'est 600 000 accidents du travail et 645 décès qui ont été dénombrés par l'assurance maladie risque professionnel. L'analyse de l'accident pour en déterminer les causes profondes et établir les mesures correctives est une étape clé de la prévention. Mais quand mener cette analyse ? Comment ? Avec qui ? Et en quoi cela va-t-il permettre d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise ? Pour en parler avec nous aujourd'hui, Anne-Sophie Valado, experte d'assistance conseil à l'INRS. Bonjour. Bonjour. Marjorie Poupet-Renaud, vous êtes contrôleuse de sécurité à la CARSAT Rhône-Alpes. Bonjour. Bonjour. Héloïse Faugeron, vous êtes directrice des ressources humaines chez Objectif Émergence, qui est une association d'aide à domicile basée à Montpellier. Oui, bonjour. Bonjour. Et enfin, Philippe Lemaire, vous êtes représentant du syndicat français de l'échafaudage, du coffrage et de l'étaiement. C'est ça. Bonjour. Pour débuter cette émission, je vous propose d'écouter le témoignage en vidéo de Valérie Giacobbe, qui est directrice commerciale de l'Alu Doncheroy, une fonderie installée à Donchery dans les Ardennes. Elle évoque un accident survenu lors de la manipulation de métal en fusion. À l'intérieur du four, il y a du métal en fusion à plus de 700 degrés. Le but, c'est avec une bouche, on tire le métal et on va aller manuellement le déposer dans l'outil qui se trouve dans notre coquilleuse. Quand on a eu l'accident, en fait, l'opérateur a tiré sa louche, a mis trop de métal dedans, a voulu reverser du métal, sauf que là, en voulant se mettre sur le rebord, la louche a tourné, a pivoté, et le métal en fusion est arrivé à l'intérieur de sa chaussure, brûlure au 2e degré. Alors, un accident qui était quand même assez grave et qui a été avec un arrêt d'1 mois et demi pour la personne. Des réactions peut-être autour de la table concernant ce témoignage ? Donc là, oui, effectivement, on voit un accident qui est qualifié de assez grave par la personne qu'on a vue. Là, on voit qu'effectivement, il y a un salarié qui s'est fait brûler au 2e degré par du métal en fusion. Donc c'est vraiment le type d'accident que nous aussi, on peut avoir sur le terrain, qu'on rencontre. Et on voit qu'il y a des actions à mettre en place derrière, mais on y viendra, je pense, plus tard. Très bien, merci. Bien, je vais donner la parole à nos experts pour débuter cette émission. Marjorie, peut-être pour commencer, en lien avec votre travail de terrain, comment êtes-vous informée des accidents du travail ? Donc nous, la CARSAT, on est la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail. Donc on est l'assureur des entreprises pour le risque accident du travail et maladie professionnelle. On dépend de la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'on a un rôle vraiment d'accompagner les entreprises pour qu'elles mettent en œuvre des démarches et des mesures de prévention. Et pour nous, on a plusieurs canaux qui nous permettent d'avoir connaissance des accidents. On a par exemple les caisses primaires d'assurance maladie pour les accidents mortels, puisque eux vont déterminer si l'accident il est effectivement lié au travail ou non. On a aussi des informations par des partenaires institutionnels avec lesquels on avance pour accompagner les entreprises. Par exemple, on a l'inspection du travail, on a aussi les médecins du travail. On peut être informé aussi par voie de presse et régulièrement, ce sont les entreprises elles-mêmes qui nous sollicitent puisqu'elles ont besoin d'être accompagnées, que ce soit sur la méthodologie ou encore sur les recherches de solutions plus techniques. Très bien. Et peut-être, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le type d'accident auquel vous êtes confronté le plus fréquemment ? Tout à fait. Les accidents, en tout cas par rapport aux statistiques de la région Rhône-Alpes, mais ce sont des tendances qui se vérifient aussi au niveau national. On voit que la moitié des accidents sont d'origine, en tout cas liés aux manutentions manuelles, port de charge par exemple. Ensuite, on a 29% des accidents qui sont en lien avec les chutes, que ce soit les chutes de plein pied, par exemple, dans des petites entreprises comme l'agroalimentaire ou comme les chutes de hauteur qu'on retrouve plus dans bâtiments travaux publics. Et enfin, on a des accidents à hauteur de 9% qui sont liés à l'utilisation d'outillage à main, comme meuleuse ou marteau ou autres types d'outils. Très bien. Anne-Sophie, peut-être concernant la nécessité d'analyser les accidents du travail, comment l'entreprise peut-elle enclencher cette démarche d'analyse de l'accident ? Alors, comme l'expliquait Madame, un accident en entreprise est toujours grave parce qu'il a des impacts pour le collectif, pour la victime,
pour l'entreprise, puisqu'il y a des conséquences qui peuvent être financières pour elle ou pénales. Et en fait, il faut vraiment que il y ait une impulsion qui soit donnée par la direction de l'entreprise pour décider d'engager des actions pour mener une analyse des accidents du travail. Si l'impulsion n'est pas donnée et qu'il n'y a pas vraiment d'action volontaire de l'encadrement pour pouvoir mener des actions jusqu'au bout sur l'analyse des accidents, on n'aura pas forcément de suites pertinentes qui pourront être données. Marjorie, peut-être je reviens vers vous. Pouvez-vous nous préciser qui est impliqué dans ce travail d'analyse? Donc ce travail d'analyse, effectivement, c'est un travail, en tout cas, pour lequel nous, on va pousser les entreprises à être autonomes. Dans ce travail, c'est vraiment notre idée, qu'elles puissent faire par elles-mêmes. On va donc les aider à constituer un groupe de travail. C'est un groupe qu'on souhaite plutôt paritaire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un représentant de la direction et puis un membre élu, un membre plutôt représentant du personnel. Ça peut être par exemple un élu du CSE. Dans ce groupe-là interne, on peut retrouver aussi la fonction prévention quand il y a des missions prévention au sein même des entreprises. On peut retrouver aussi des témoins ou managers de la victime et également des personnes qu'on peut considérer comme expertes. Dans le cas d'accidents qui ont lieu sur des machines, on peut solliciter notamment le technicien de maintenance qui va pouvoir apporter un œil vraiment précis sur le sujet. Ensuite, en externe, les entreprises peuvent aussi solliciter des personnes compétentes comme le médecin du travail qui connaît aussi très bien les entreprises et connaît également les salariés, mais également des services comme celui de la CARSAT pour les accompagner sur d'autres sujets, les méthodes ou la recherche de solutions. Anne-Sophie, peut-être, pouvez-vous nous indiquer quelles sont les différentes étapes de la démarche d'analyse? Alors, elles sont au nombre de 7, mais je ne vais pas toutes les détailler, sinon ce serait trop long. La première, en fait, la première étape, tout commence par la déclaration d'accident du travail du salarié. Il faut que l'entreprise puisse encourager la déclaration d'accident du travail à travers une petite procédure, à qui je m'adresse, comment est-ce que je dois faire, pour qu'elle puisse être donc connue des salariés et puisse être menée quand il y a besoin. La deuxième étape va être justement la constitution d'un groupe d'analyse que l'on nomme un petit peu pluricompétent. Pluricompétent parce que, comme l'expliquait Marjorie, on doit pouvoir faire appel aux différentes compétences en fonction de la nature de l'accident du travail. Et ça peut être un jour quelqu'un du service de ressources humaines, le lendemain ça pourrait être sur une autre nature d'accident, quelqu'un en effet du service de maintenance, pour pouvoir faire appel à toutes les compétences pour analyser les circonstances qui ont amené à la survenue de l'accident. Cette équipe constituée avec en effet un représentant de l'employeur et un représentant du personnel à minima, elle va collecter des informations au plus tôt possible suite à l'accident pour pouvoir éviter des oublis ou des interprétations ou des influences aussi qui peuvent être faites avec les témoins, pour pouvoir en effet essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Donc, en collectant les informations, il y a différentes grilles qui existent pour pouvoir poser des bonnes questions à travers donc des petits entretiens. On peut aussi observer des activités qui ont lieu. Il est important de regarder en fait plusieurs thématiques et de balayer quel matériel était utilisé, par exemple, quels étaient les produits mis en œuvre, l'environnement dans lequel s'est passé cet accident du travail, et puis les compétences ou la formation des individus qui ont été impliqués dans l'accident et surtout quelle organisation était prévue autour de l'activité en cours. À travers les collectes des informations qui auront pu avoir lieu, il va être important après pour le groupe de travail de stabiliser les faits. Donc on parle de faits, c'est-à-dire qu'on évite les jugements, on évite les recherches de culpabilité, de coupable ou de responsabilité. On s'intéresse à ce qui est factuel. Et de là, on va essayer en fait de construire la chronologie des événements pour pouvoir identifier les causes les plus directes qui ont amené à l'accident du travail, mais aussi les causes profondes. Et c'est ça qui va vraiment nous intéresser pour pouvoir agir sur, on appelle ça les causes profondes, les causes racines, mais sur tout ce qui a pu participer à la génération de cet accident du travail.
Les étapes suivantes sont après assez classiques, c'est-à-dire que l'on va définir des actions correctives pour que cet accident n'ait pas lieu, qu'il ne se reproduise pas, mais aussi définir des actions pour que d'autres accidents ne puissent pas se reproduire sur des mêmes facteurs. Et après, on va faire, ce qui est très important, et je crois que vous en parlerez peut-être tout à l'heure, c'est vraiment un retour d'expérience sur l'accident lui-même, les choix d'actions qui ont été faites, et ces actions, comment est-ce qu'elles peuvent être suivies dans l'entreprise, et pour ça, il faut l'expliquer pour qu'elles puissent être adoptées par les salariés concernés. Très bien, merci. Et on rappellera à toute fin utile que toute démarche d'analyse doit absolument aboutir à un plan d'action. C'est ce que nous montre ce second témoignage en vidéo, toujours chez Lalu Doncheroy. Alors, suite à cet accident, on a travaillé notamment avec la CARSAT. On s'est rendu compte qu'il y avait différents risques. Le premier était au niveau du sol, puisqu'on avait comme des paillages, un petit peu comme ça, du métal qui n'était pas plein. Donc on a refait le sol, on a modifié le four de façon à avoir une partie complètement plane où on peut effectivement reposer la louche en toute sécurité. On a travaillé aussi sur l'ergonomie des manches de louche afin qu'il y ait une meilleure préhension. Mais maintenant ça fait un T avec une bonne prise en main. Et on a travaillé aussi sur la quantité de louches en mettant à l'intérieur de chacune de nos louches un trait qui montre le maximum sur lequel il ne faut pas dépasser le chargement. Marjorie, je me tourne vers vous pour que vous puissiez nous expliquer comment vous accompagnez les entreprises sur ce sujet. Donc nous, à la CARSAT, on a vraiment à cœur de ne pas aller sur la recherche de responsabilité ou de culpabilité, comme ça peut être le cas pour d'autres institutions. Donc on est plutôt à accompagner les entreprises sur de la méthodologie. Anne-Sophie l'expliquait tout à l'heure, c'est une démarche qui est quand même assez structurée, qui demande aussi de la rigueur, et toutes les entreprises ne sont pas forcément à l'aise là-dessus. Donc nous, à la CARSAT, on va vraiment aider les entreprises, que ce soit pour la constitution du groupe, pour savoir quels sont les profils les plus intéressants. On va aussi les aider sur le recueil d'informations. Donc comment on mène des entretiens, c'est pas non plus chose aisée pour tout le monde. Il faut garder une posture de neutralité. Il faut aussi pouvoir distinguer, Anne-Sophie le disait, les faits de ce qui va être de l'interprétation ou du jugement. Et ensuite, pouvoir recueillir les informations et pouvoir les organiser. Et c'est-à-dire que là, on a par exemple la méthode de l'arbre des causes, qui est une méthode assez graphique, assez logique. Donc, on a les faits qui se déroulent de façon chronologique et on a une visualisation plus facile des informations. Ensuite, on va être attentif à ce qu'il y ait une recherche qu'on appelle de cause racine, c'est-à-dire que c'est comme une pelote dont on va tirer la ficelle et puis on va défiler comme ça jusqu'au bout. Et là où les entreprises ont aussi parfois des difficultés, c'est de faire le lien entre ces causes racines et le plan d'action. Comment faire émerger des pistes d'action et venir aux actions précises. Nous, on attend vraiment à ce qu'il y ait un plan d'action structuré, avec des pilotes et des délais, et après qu'ils puissent aussi être en mesure d'évaluer si ces actions sont pertinentes et si elles sont efficaces pour limiter le risque ou en tout cas éviter qu'un autre accident ne se reproduise. Ça, c'est pour l'accompagnement qu'on fait plutôt de façon individuelle dans les entreprises elles-mêmes. On a aussi en CARSAT Rhône-Alpes, nous, toujours dans l'idée d'autonomiser les entreprises, développer des formations à l'analyse d'accidents, par exemple dans le secteur logistique ou encore dans le secteur de la propreté. Et on a aussi des organismes de formation qui sont référencés chez nous et qui vont à leur tour déployer ces formations au sein des entreprises. Très bien. Et comment tout ce travail que vous nous avez expliqué peut alimenter le document unique d'évaluation des risques ? Le document unique, on voit que la démarche, elle est assez similaire finalement à l'analyse d'accident. Donc, on a une analyse de la situation avec une mise en visibilité des dangers, de la fréquence d'exposition. Donc, on se dit que lorsqu'il y a un accident, peut-être que le risque n'a pas été identifié dans le document unique. Si c'est le cas, à ce moment-là, c'est l'occasion de mettre à jour ce fameux document unique d'évaluation des risques professionnels.
Et si le risque a déjà été identifié, à ce moment-là, il faut s'interroger sur l'efficacité des mesures. Peut-être que ce qui avait été préconisé ou ce qui était en place depuis l'accident, en fait, n'est pas efficace et derrière nécessite à se réinterroger pour supprimer désormais tous les accidents. Oui, je voulais compléter en disant qu'en effet, le document unique est une exigence réglementaire. Et en fait, trop souvent, les entreprises se cantonnent à faire leur document unique et le revoir éventuellement une fois par an. Et en attendant, ils ne vivent pas. Et en effet, l'accident du travail est un événement dans l'entreprise qui doit permettre de se réinterroger sur la pertinence des actions de prévention qu'on a pu mettre en place et tracé dans ce document unique, puisqu'en fait, quand l'accident arrive, c'est qu'il y a eu un défaut, un dysfonctionnement quelque part. Et on voit bien en fait le lien entre l'analyse a posteriori, l'accident a eu lieu, on vient après, mais qui va alimenter notre analyse a priori, qui est donc requise pour élaborer notre document unique et le plan d'action qui va avec. Ben merci. C'était très complet. Pour cette seconde partie d'émission, je vais maintenant me tourner vers nos témoins d'entreprise. Héloïse Faugeron, vous êtes directrice des ressources humaines de l'entreprise Objectif Émergence, qui est, comme je le rappelle, une association d'aide à domicile basée à Montpellier. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure en quelques mots? Oui, donc nous intervenons principalement, nous accompagnons des personnes en grande dépendance, qui sont fragilisées soit par l'âge, soit par le handicap. Donc on intervient principalement sur des missions d'aide à la personne, en courses, préparation de repas, aide à la toilette et également aide à l'entretien du cadre de vie. Peut-être vous pouvez nous indiquer à quel type d'accident du travail vous êtes le plus confronté? Oui, tout à fait. Alors, ça rejoint un petit peu les pourcentages que vous annonciez. On a à peu près 30% de nos accidents qui sont liés à de la manipulation et des transferts. Donc, lors de transferts de personnes, lit, fauteuil, avec aide technique ou sans aide technique. Mais ça peut être aussi de remobiliser les personnes dans leur fauteuil ou dans leur lit parce qu'ils ont glissé. Ça peut être également un bénéficiaire qui chute, on va essayer de l'aider à se relever, mais du coup, dans l'urgence, on se fait mal aussi, malheureusement. Deuxième facteur, c'est vraiment en termes de trajet, accident de trajet ou intermission. En fait, on a mis les deux ensemble parce que, on sait que légalement, c'est pas la même, mais c'est du déplacement, en fait, donc ça peut être un accident de voiture, scooter, trottinette, on en a de plus en plus, malheureusement. Une chute sur la chaussée, une chute dans les transports en commun, voilà. Et le troisième indicateur qui est le plus élevé, c'est des chutes. Vous disiez également tout à l'heure, chute, sol mouillé, on a enjambé quelque chose, on a chuté dans les escaliers. Voilà. Très bien. Peut-être vous pouvez nous indiquer quelles sont les difficultés spécifiques au secteur de l'aide à domicile? Alors, c'est vrai que l'aide à domicile, on est dans un cadre un petit peu particulier parce que finalement, on intervient au domicile privé d'une tierce personne. Les salariés, du coup, sont confrontés à des logements, des typologies de logements totalement différents. Oui, tout à fait. Parce qu'on a des situations financières différentes, donc des équipements différents, que ce soit pour des aides techniques pour les aides techniques pour les personnes, ou des aides pour l'entretien, enfin tout ce qui est entretien du cadre de vie. Donc les salariés doivent s'adapter à chaque fois quand elles arrivent au domicile en fonction des typologies. Donc ça reste un facteur compliqué pour nous du coup à suivre. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur la montée en compétences de nos salariés pour qu'ils apprennent à nous faire des remontées d'informations. Vraiment, et qu'ils n'aient pas peur de nous signaler des situations, s'il y a une complication, qu'ils osent nous en parler. C'est vraiment le sujet où on essaye d'avancer. On est face à des situations également de bénéficiaires dont la dépendance peut évoluer très vite. Donc nous, quand on met en place un dossier, on va faire une évaluation, donc on va faire des préconisations, une fiche de mission pour nos salariés. Mais peut-être qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, la situation aura changé. Donc là encore, c'est très important en fait que les salariés nous disent attention, là on n'est plus du tout sur les mêmes missions que ce que vous nous aviez annoncé au départ.
D'après cette réalité du terrain que vous nous expliquez, comment vous avez entrepris d'améliorer l'analyse de vos accidents? Alors, du coup, on a cherché à améliorer notre analyse parce qu'on a toujours fait de l'analyse d'accident du travail en CSSCT, tous les trimestres. Mais il nous manquait des informations. On avait la déclaration d'accident du travail, quelques informations supplémentaires de la part soit du bénéficiaire, soit de la famille, mais on n'arrivait pas à avoir une analyse complète. Et du coup, la CARSAT du Languedoc-Roussillon a engagé une expérimentation dans le cadre de l'aide à domicile. Donc, on était plusieurs structures de l'aide à domicile à y participer. Ça constitue en premier lieu à former les dirigeants. C'était déjà une première étape importante parce qu'effectivement, on parle de prévention. On met à jour notre DURP tous les ans, mais on répond à nos obligations légales, mais on n'est pas toujours suffisamment sensibilisé. Et on se sent parfois démunis aussi parce qu'on ne sait pas vraiment quoi mettre en place et comment. Et suite à cela, l'expérimentation a débouché sur la formation d'animateurs prévention. Donc du coup, nous, dans l'Hérault, on a formé 9 animateurs prévention. Donc à l'époque, on avait 4 agences. Donc dans chaque agence, on a nommé un animateur prévention, une personne qui est coordinateur, donc personne administrative, et une personne intervenant à domicile. Et notre responsable qualité, Jennifer Jourdan, pour piloter tous ces animateurs prévention. On a fait un appel à candidature pour mobiliser les gens, pour pas que ça soit notre choix qui soit imposé, mais du coup, que ça soit des gens qui sont sensibilisés par la prévention. Et voilà, pour nous, c'était important d'avoir un binôme dans chaque agence. Donc de là, ces équipes d'animation analysent les accidents, mais aussi travaillent vraiment sur de la prévention. Et c'est très intéressant d'avoir le regard du coup de l'intervenant à domicile, plus terrain, on va dire, et le regard du coordinateur en agence, avec les obligations légales aussi auxquelles on doit répondre. Et justement, peut-être avec cette nouvelle organisation, vous pouvez nous décrire votre nouvelle procédure de gestion des accidents du travail? Oui. Pourquoi on a mis une nouvelle procédure? Parce que malgré tout ça, malgré la formation de nos animateurs, il nous manquait toujours des informations. Parce qu'on en restait toujours à le salarié un accident du travail, il nous appelle, il nous envoie donc il nous appelle, il nous décrit brièvement l'accident, on fait la déclaration d'accident du travail, on répond à notre obligation. Mais après, quand on voulait faire un recueil des faits plus poussé, avec une analyse plus poussée, on n'arrivait pas à recontacter le salarié, parce que si on le temps qu'on le recontacte quelques jours après, ou on le recontactait, mais les informations ne remontaient que partiellement, il n'y avait pas suffisamment de détails. Donc justement, ce travail qui a été fait avec Christophe Pagès, le contrôleur sécurité de la CARSAT Languedoc-Roussillon, en fait, on a je dis juste parce qu'en fait, ça paraît assez simple, mais il fallait y penser, juste inverser, en fait. Au lieu de vouloir faire le recueil des faits après la déclaration, c'est au moment où le salarié nous appelle, on fait ce recueil des faits. Et pour ça, en fait, on a formé dans chaque agence des personnes pour faire le recueil des faits. Donc, on a on va dire un titulaire et un suppléant dans chaque agence. Si jamais il y a une agence où le jour où se produit l'accident, les deux ne sont pas disponibles, on appelle une autre agence. C'est pas quelqu'un qui n'est pas formé ne doit pas faire ce recueil des faits pour vraiment pouvoir pousser ce recueil des faits à avoir une analyse pertinente. Et après, du coup, c'est retravaillé en CSSCT avec les groupes d'animateurs de prévention. Ça peut déclencher une visite à domicile s'il y a besoin avec des ergothérapeutes. Donc on travaille avec le CICAT de l'Hérault et du coup je les remercie aussi pour leur activité parce que du coup c'était un maillon, un partenaire auquel on ne faisait pas appel avant et ils nous aident vraiment aussi dans la mise en place d'aides techniques parce qu'ils ont leur rôle avec des ergothérapeutes de conseils. On a entendu vous donner une attention particulière à ce que ce soit participatif. Comment est-ce que vous avez impliqué et formé vos équipes? Donc les animateurs prévention ont participé à une formation qui avait été validée avec la CARSAT de 6 jours. On essaye
dans nos objectifs qualité que 100% de nos salariés, nos intervenants à domicile fassent la formation APS-ASD, c'est acteur prévention secours dans l'aide à domicile. Et en fait, on en parle tout le temps maintenant. C'est devenu vraiment une culture dans les réunions d'encadrement. On fait des réunions 2 fois par an avec l'ensemble des salariés. On a toujours une touche de prévention. On les sensibilise vraiment à nous apprendre à faire de la remontée d'informations. On a parlé. Ouais, voilà. Parce que c'est vrai que on est dans un secteur où on n'est pas là au quotidien, donc ça, c'est vraiment très important. Et du coup, on est assez content parce que du coup, nos actions ont quand même porté leurs fruits là, parce qu'en 2023, notre taux d'accident a bien baissé. Donc, on est fiers de le dire. Ça fait plaisir. Oui, en nombre d'accidents et en nombre de jours également. On est passé d'une moyenne de 41 jours à une moyenne de 17 jours d'arrêt. Donc, assez positif. Oui. Donc, on peut continuer maintenant. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre avec une autre vidéo. Axel Capdeville est responsable de production chez Pyrénées Canin, un fabricant de croquettes pour animaux en Ariège. Cette petite entreprise a vécu un accident grave lié à l'utilisation d'une ensacheuse. Mon collègue, qui se trouve être mon frère, a passé la main dans l'ensacheuse qui fabrique les sacs de croquettes sur notre usine. Et donc il s'est fait écraser la main avec 5 fractures, brûlures. Alors il manquait un carter de protection, ce qu'on a appris plus tard. Et donc ça lui a permis en fait de pouvoir piloter la machine et d'avoir accès aux objets tranchants en fait à l'intérieur de la machine. C'est l'inspectrice du travail qui est arrivée au lendemain de l'accident sur l'usine, qui nous a demandé de lui présenter le document unique. Comme on n'en avait pas, on n'a pas pu lui présenter. On n'est pas du tout informé en fait sur ce qu'on doit mettre en place au niveau de la sécurité. C'est vraiment de l'information qu'on doit aller chercher nous. Et en fait, comme c'est des petites structures, donc nous 12 salariés, personne n'est dédié à ça. Donc c'est suite à l'accident du travail toujours, où la CARSAT s'est déplacée. Et il y avait donc des risques sur les ateliers de stockage, là, comme on a derrière moi. Sur la partie production, tous les risques explosifs. Il a fallu qu'on gère toute la production de poussière qu'on avait sur l'atelier. Et donc c'est passé par la mise en place de machines cartérisées. On a mis en place aussi une aspiration centralisée qui a été subventionnée par la CARSAT. Voilà, on essaye d'améliorer l'atelier de production pour faire au mieux. Anne-Sophie, concernant l'analyse des accidents dans les très petites entreprises, comment peut-elle permettre de s'engager en prévention ? Alors, comme monsieur témoignait, quand ils ne sont pas au fait des outils qui peuvent exister, c'est vrai qu'il est compliqué pour eux d'être sensibilisés à la prévention des risques professionnels, et malheureusement l'accident est un moment qui va aider les institutionnels à les accompagner pour agir en prévention. Mais ils peuvent aussi, indépendamment en fait de ces événements où ils pourraient être accompagnés notamment par les CARSAT, ils peuvent utiliser des outils, notamment ceux délivrés, créés par l'INRS, mais par d'autres organismes aussi de prévention. Il en existe un qui s'appelle Agir suite à un accident du travail, qui est un outil en ligne qui va aider les petites structures à se poser quelques questions clés pour essayer justement de recueillir des éléments qui sont intervenus dans la circonstance de l'accident et de pouvoir en effet, en lien avec ces événements et donc ces faits identifiés, identifier des actions de prévention, de correction sur cet événement qui peuvent être intéressantes. Donc c'est un outil qui est en ligne, qui est en libre accès, qui est générique, donc parce que ça reste un outil accessible à tous, donc on a eu du mal à le spécialiser. Mais ça va être un premier pas pour l'entreprise, pour débuter justement une analyse et se poser des questions pour justement agir au-delà de l'accident et des actions correctives liées à cet événement, mais vraiment sur des actions de prévention. Comme on l'a pu le voir, ça prend du temps. Ça prend du temps et vous l'avez dit de façon très pertinente, ça nécessite une culture
de prévention. Et en fait, ça passe par la culture d'entreprise avant tout, et donc l'impulsion du chef d'entreprise. Et là, cette entreprise-là, elle a été touchée quand même assez gravement, puisque c'est aussi le dirigeant qui a été impacté. Donc en effet, des événements déclencheurs comme ça vont aider à ce que l'entreprise agisse en prévention. Très bien, merci Anne-Sophie. Avec notre second témoin, nous allons parler d'accidents heureusement rares, mais très graves, voire mortels. Philippe Lemaire, vous êtes représentant du syndicat français de l'échafaudage, du coffrage et de l'étaiement. Oui. En un mot, pouvez-vous nous expliquer le rôle de votre organisation ? Alors, le syndicat français du coffrage et de l'étaiement représente, comme son nom l'indique, les entreprises françaises, à la fois les fabricants et les entrepreneurs d'échafaudage, de coffrage étaiement et aussi de systèmes d'élévation motorisés. Donc, à ce titre, dans la mesure où il agit sur des systèmes qui permettent aux gens de travailler en hauteur, il est extrêmement sensibilisé aux problèmes de sécurité. Bon, il travaille sur les sujets techniques, avec les différents organismes, sujets techniques, sujets normatifs, sujets à la fois de conception des produits, d'évolution de la conception des produits, mais aussi les bonnes pratiques de mise en œuvre de façon à faire progresser à la fois la sécurité et la pertinence et la productivité de ces produits. Pouvez-vous nous expliquer ce que sont les plateformes de travail se déplaçant le long des mâts ? Et il me semble que vous avez été confronté à un accident dans votre secteur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Donc, les plateformes de travail sont des machines. Donc, à ce titre, elles sont motorisées. Il y a deux grandes catégories de plateformes. Les plateformes de transport, monte-charge et ascenseur, et les plateformes de travail, plateformes suspendues et plateformes se déplaçant le long de mâts. Dans le cas d'espèce de l'accident, il s'agit de plateformes à mât, donc plateformes se déplaçant le long de mât. Donc l'accident a eu lieu pendant la phase de montage. Et il faut distinguer deux phases, la phase de montage et de démontage et la phase d'utilisation de la machine pendant laquelle l'ensemble des sécurités prévues sur la machine est opérationnel et donc la sécurité, je dirais, est très largement assurée par les systèmes et la machine. De la phase de montage qui nécessairement court-circuite un certain nombre de sécurités. Donc l'accident qui a eu lieu en région Rhône-Alpes et qui nous intéresse aujourd'hui, donc s'est déroulé pendant la phase de montage. Les opérateurs, au nombre de 2, sont descendus parce que ils n'avaient pas les boulons nécessaires à l'assemblage du dernier mât et lorsqu'ils sont remontés, ils ont oublié que le dernier mât qu'ils avaient laissé en place n'était pas fixé sur les mâts. Et donc, ils sont montés sur ce mât et l'ensemble de la machine plus le mât s'est désolidarisé, bien sûr, de la structure existante et ils sont tombés. Voilà. Peut-être vous pouvez nous expliquer comment vous avez été sollicité au sujet des accidents du travail liés à ces plateformes ? La CARSAT Rhône-Alpes nous a sollicité et a fait un important travail d'analyse ergonomique sur cet accident, consécutivement à cet accident, et a sollicité la profession pour agir au niveau des instances nationales, voire internationales, pour faire évoluer les choses. La profession française s'est engagée auprès de l'ensemble des constructeurs avec lesquels elle travaille, qui sont bien souvent des constructeurs étrangers, à solliciter ces constructeurs pour qu'ils travaillent, je dirais, spécifiquement sur un problème qui avait été identifié et qui concernait les boulons de mât. Le boulonnage des mâts. Bon, voilà. Les plateformes à mât, peut-être que je peux préciser à ce stade, les plateformes à mât sont des plateformes qui coulissent le long de mât, mais pendant le montage, les mâts ne sont pas des monolithes, ce sont des éléments assemblés de 1,50 m, c'est à peu près normatif. Et donc, chaque élément est boulonné avec l'élément suivant. Donc, si nous avons une défaillance de présence de boulons, etc., on s'expose à une chute de la machine qui est rare, mais qui malheureusement est en général très grave, voire létale.
Marjorie, peut-être sur ce sujet, vous vouliez rebondir? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, vous avez travaillé avec la CARSAT Rhône-Alpes et du coup, ce sont mes collègues Alain Balsière et Christine Chaput qui, en fait, ont analysé les causes de cet accident et ils se sont rendus compte que pour la partie justement boulonnage des mâts et pour le montage des mâts en question, eh bien, la sécurisation finalement de ces mâts reposait principalement sur le respect strict de l'enchaînement de certaines tâches par les monteurs et donc le respect d'une consigne. Et on sait très bien que dans les principes généraux de prévention, tout ce qui est relatif à la consigne, à l'information, vient vraiment en tout dernier en termes de mesures. Et ils ont mené un travail donc de réflexion sur est-ce qu'on pourrait pas travailler sur la conception de mâts pour que les systèmes de boulonnage puissent éviter qu'il y ait un défaut de respect de consignes et que ce soit pas juste dépendant des respects des consignes des salariés. Donc ils ont analysé l'activité des monteurs. Et ils se sont rendus compte, avec des observations, des entretiens, que les monteurs étaient soumis à une charge cognitive très forte. Donc, c'est-à-dire qu'ils devaient vraiment beaucoup se concentrer pour avoir chacune des étapes et respecter ces étapes-là de façon stricte et rigoureuse. Et on s'est rendu compte aussi qu'ils se sont rendus compte que les monteurs, du coup, étaient soumis à une charge physique importante. Ils devaient porter des charges, mais aussi à une charge émotionnelle forte, notamment quand ils étaient sollicités, par exemple, par les riverains qui se plaignaient du bruit parce qu'ils travaillaient de nuit ou qui avaient stationné leur véhicule à proximité et du coup, ça empêchait de positionner du matériel à cet endroit-là. Donc, toutes ces sollicitations, en fait, des monteurs ont fait que, finalement, ils étaient interrompus dans leur enchaînement des tâches qui devaient être assez scrupuleuses. Et donc, on voit que c'est incompatible si la sécurité des mâts ne dépend que des monteurs eux-mêmes. Et si ces derniers n'arrivent pas à se concentrer pleinement. Et si ces derniers sont interrompus effectivement dans leurs tâches, du coup, on peut voir des défauts de sécurisation. Donc, l'idée, c'est de travailler vraiment sur la conception des mâts de façon à ce que ça ne soit pas que personne dépendant dans les mesures à mettre en place. Merci pour cette précision. Philippe Lemaire, je reviens vers vous. Quelles ont été les actions du syndicat auprès des entreprises et des fabricants de matériel, notamment pour sensibiliser sur ce sujet? Nous nous sommes rapprochés de l'IPAF pour savoir s'ils avaient agi au niveau de ce type de problème et s'ils proposaient des solutions au niveau mondial. Bon, donc ils nous ont répondu que oui, ils étaient bien informés de ce type de problème, mais que malheureusement, à aujourd'hui, ils n'avaient pas de solution technique pour répondre à notre demande. Nous avons donc des relations avec nos constructeurs qui peuvent être suffisamment importantes pour qu'ils mettent en œuvre une réflexion, une action de réflexion, une action permettant peut-être de développer quelque chose. Ce qui a été fait auprès des différents constructeurs et qui a permis une avancée technique chez un constructeur. Aujourd'hui, il y a un troisième volet, c'était une action de communication. Donc le syndicat, qui n'est pas une entreprise, qui est donc le regroupement de plusieurs entrepreneurs, a produit des affiches permettant de sensibiliser les professionnels au risque. Merci pour votre témoignage. Peut-être Marjorie, vous vouliez compléter ? Juste, on sait aussi que cet accident-là, en fait, a été récurrent. C'est-à-dire que quand on regarde dans la base de données EPICIA, on voit qu'il y a eu plusieurs accidents de ce type-là sur ce type de matériel. Et donc, il y avait peut-être une méconnaissance du risque aussi pour la profession. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une volonté de vraiment travailler sur la conception des plateformes et de mettre en place des systèmes qui se mettent en sécurité de façon automatique, en tout cas qu'il n'y ait pas de possibilité d'enchaîner les mâts sans qu'il y ait un système de boulonnage. Donc les collègues ont vraiment travaillé sur cette partie de conception et sur le dispositif de normalisation qui permettrait aux monteurs vraiment de se concentrer aussi sur leur environnement, leurs tâches et de ne pas de faire en sorte que les sécurités ne soient pas uniquement dépendantes d'eux-mêmes, même si on sait que l'information ça a du sens aussi, mais c'est un des axes qui est dans les mesures de prévention, mais on souhaite vraiment travailler en amont sur la partie conception sur les plateformes. Merci pour ce complément d'information.
Je vous propose maintenant de regarder le témoignage d'un groupe qui est parvenu à structurer sa démarche en la poussant un peu plus loin, jusqu'à l'analyse des presque accidents. Nous écoutons Sarah Barkaoui, qui est responsable qualité, hygiène, sécurité et environnement de la maison Joseph Drouin, qui produit du vin de Bourgogne à Beaune. Une personne de la production m'a informé d'une situation qui aurait pu être dangereuse, donc une situation de presque accident. Donc j'ai essayé de mettre en place une méthode de déclaration et d'analyse de presque accident. Elle est déployée avec toute l'équipe des SST. Et dès qu'on a cette information-là, on fait une analyse. Donc on essaie de les faire systématiquement à 2 ou à plus si on peut, pour ensuite définir des actions de prévention et de correction et éviter que ce presque accident se transforme en accident. Donc ces équipes de SST se rapprochent des équipes pour essayer de chercher ces informations-là pour ensuite passer à l'étape analyse et ensuite mise en place d'actions. C'était suite à un presque accident, on s'est rendu compte que la manipulation de nos techniphiles de bouteilles ou de nos fûts n'était pas forcément des manipulations anodines. Elle demandait une formation complémentaire à la formation CACES que suivent nos caristes. Donc là, on a mis en place une formation interne. Notre référent conduite va montrer toutes les situations qui sont un peu dangereuses, les situations où il faut rouler plus lentement, va faire manipuler à l'apprenti les fûts, les techniphiles, va lui montrer comment bien les poser les uns sur les autres, comment prendre un techniphile dans un rack de stockage. Vraiment qu'on ait un côté pratique maîtrisé. Des réactions peut-être en plateau concernant ce témoignage ? Oui, j'aurais souhaité rebondir en fait sur ce que cette personne vient de dire. Je trouve intéressant une entreprise en effet qui a gagné un petit peu en maturité dans l'anticipation des situations d'accident en prenant en compte le traitement des situations presque accidentelles, donc des incidents ou des presque accidents. Et comme vous avez pu le faire, c'est de pouvoir favoriser la remontée d'informations. Pour ce faire, il faut qu'il y ait de l'écoute. Mais aussi, il faut qu'il y ait des actions qui soient menées suite à ces informations qui sont remontées. S'il n'y a pas de suite qui est donnée, entre guillemets, aux plaintes éventuelles qui sont faites, il n'y aura du coup plus de remontée d'informations et plus de traitement potentiel de ces situations qui arrivent avant qu'il n'y ait un dommage corporel. D'ailleurs, nous, la fiche d'analyse que nous avons mis en place pour l'analyse des accidents du travail, on s'en sert aussi lors d'analyse de remontée d'informations sur des presque accidents, en fait. Donc, c'est la même fiche, finalement, parce qu'on est dans... L'accident ne s'est pas produit, mais les causes, le déroulé sont similaires. Oui, c'est une identification d'un dysfonctionnement qui s'est produit. Il y a eu ou pas, en effet, une atteinte à la santé pour un salarié, mais il faut qu'elle soit traitée. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir, en effet, aussi mener des actions sur ces signaux faibles. C'est là où on sent qu'on est réellement dans la prévention et on n'est plus dans le constat. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de passer à la dernière partie de notre émission avec une séance de questions-réponses. Notez que ces questions ont été posées par nos internautes en amont de l'émission. Première question, Marjorie, comment organiser l'analyse d'accidents quand plusieurs entreprises sont concernées ? Donc, quand plusieurs entreprises sont concernées, il est vrai qu'on a eu le cas, par exemple, dans une entreprise de la logistique, avec un fabricant de menuiserie qui lui-même donc faisait le montage des palettes, le transporteur qui chargeait les palettes dans le camion et qui livrait chez un client final. Donc, on voit qu'il y a 3 parties, on va dire, et l'accident, malheureusement, a été que le salarié transporteur s'est retrouvé écrasé dessous ses menuiseries, il est décédé. On a mis autour de la table finalement ces 3 parties puisque on avait besoin de revenir aux causes racines et donc de remonter tout le flux de l'accident pour s'interroger sur la façon dont les palettes avaient été montées jusqu'à comment ça a été livré chez le client. Donc ces personnes-là se sont mises autour de la table pour réfléchir ensemble à comment s'est déroulé l'accident, mais aussi quelles mesures pouvaient être mises en place pour que chacun prenne ses responsabilités et ait un rôle à jouer là-dedans. Et éventuellement, quand il y a des conflits entre parties, comment est-ce que ça peut se dérouler ? Donc c'est vrai que des fois, on a des difficultés puisque les entreprises se déchargent finalement sur les autres, puisqu'on sait qu'il y a aussi des enjeux juridiques à la clé. Dans ce cas, nous, à la CARSAT, on a autorité pour
obliger les entreprises à se réunir et à trouver une solution qui puisse vraiment faire la part belle aux mesures organisationnelles. Donc, on a aussi ce rôle-là d'imposer aux entreprises de se rassembler et de trouver une solution commune. Merci. Quelles sont les prérogatives des membres du comité social et économique, le CSE, pour analyser les accidents de travail? Anne-Sophie, peut-être? Le CSE est une instance assez récente. Elle fait suite au CE et au CHSCT qui ont fusionné notamment pour les entreprises qui en avaient, et donc pour avoir une instance qui aujourd'hui s'appelle le CSE. Le CSE a dans sa fiche de mission de s'occuper des affaires en lien avec les conditions de travail et la santé des salariés. Et donc, elle a une mission d'analyser et d'enquêter sur les accidents du travail. Donc, on l'a vu, la démarche peut être parfois un petit peu peut-être longue. Moi, j'estime que c'est pas du temps perdu, puisque justement, on va essayer de rechercher les dysfonctionnements de l'entreprise pour l'amélioration. Et derrière, il faut qu'il y ait au moins dans le groupe constitutif d'analyse de l'accident du travail un membre du représentant l'employeur et un membre représentant le personnel. Et ces deux personnes-là peuvent et devraient faire partie du CSE. Très bien. Peut-être pour continuer, Anne-Sophie, existe-t-il des méthodes d'analyse d'accidents du travail? Alors, il en existe certaines. Alors, nombreuses, oui et non. Nous, à l'INRS, on a historiquement développé une méthode qui s'appelle la méthode de l'arbre des causes, qui aujourd'hui est encore utilisée par de nombreuses entreprises et dispensée en formation également. Elle va permettre pour le groupe d'analyse de réfléchir justement à travers un questionnement et une représentation graphique à l'identification des faits qui vont amener à l'identification des causes immédiates, des causes directes et des causes profondes sur l'accident du travail. La représentation graphique, elle peut être retrouvée dans d'autres méthodes, comme par exemple Ishikawa, la méthode dite de l'arbre de l'arête de poisson. On a aussi les méthodes des nœuds papillons qui sont plus sur des défaillances d'installation technique, mais ce sont des méthodes qui peuvent être utilisées pour analyser les accidents. Et celles-ci sont intéressantes puisqu'elles vont permettre une représentation graphique et en fait, le visuel va aider le groupe à pouvoir identifier justement les points d'action corrective à mener. Et on a des méthodes qui existent aussi et qui, elles, ne traitent que du questionnement. On appelle par exemple, il y a une des méthodes auxquelles je pense qui est la méthode des 5 pourquoi, où on se pose 5 fois la question pourquoi sur un élément. Pourquoi? Et en fait, elles vont permettre normalement de remonter assez loin de l'événement pour pouvoir en identifier des circonstances. Et donc voilà, ces méthodes sont intéressantes. Il n'y en a pas une de meilleure que l'autre. L'important, c'est que le groupe d'analyse qui l'utilise la maîtrise et soit à l'aise avec celle-ci et qu'elle puisse discuter sur les résultats de cette méthode. Merci pour cette réponse. Comment faire pour que l'ensemble des personnes concernées, responsables, chefs d'atelier ou encore service médical, participent et adhèrent à une démarche d'analyse d'accident? Marjorie, Anne-Sophie peut-être? Moi, j'aurais voulu apporter un élément intéressant au vu en fait de ce que vous avez pu dire tous les deux, c'est que sans l'engagement de la direction, rien ne peut se faire. Ah, c'est sûr. Voilà, c'est certain. Donc mobiliser les gens, c'est possible. Il faut qu'ils y trouvent un intérêt, qu'ils soient écoutés, qu'ils aient aussi la parole libre, mais il faut qu'il y ait une réelle impulsion et une volonté de l'encadrement pour pouvoir aller jusqu'au bout de la démarche d'analyse des accidents sans qu'il y ait de tabou. Ce qui n'est pas toujours évident, il faut que la parole soit un peu libérée et donc qu'il n'y ait pas de recherche de responsabilité ou de culpabilité ou de coupable pour pouvoir aller jusqu'au bout d'une analyse pertinente. Comment faire face à des responsables réfractaires aux mesures de prévention, notamment lorsque sont évoqués les impératifs de la production? Marjorie? Donc, dans cette situation, c'est vrai qu'on nous oppose souvent que les mesures de prévention vont coûter cher, vont entraver la production, vont faire perdre du temps finalement aux opérationnels. Il faut savoir déjà que nous, en tant qu'assureurs, on sait que déjà un accident du travail sans arrêt
coûte en moyenne pour tous les secteurs d'activité 300 €. Donc c'est déjà un impact financier et ça, ce n'est que le coût direct. On sait aussi que le coût indirect, dans les documentations qu'on a, c'est 3 à 5 fois le coût direct. Et le coût indirect, pour illustrer, j'avais suivi un accident d'un salarié qui s'était coupé un morceau de doigt dans une entreprise qui fabriquait des pâtes. On voit l'impact même en termes de production, c'est-à-dire que donc le salarié, bien évidemment, a une pathologie, un problème médical. Mais il y a aussi le fait que toute la ligne de production doit être nettoyée, que toute la production qui a été faite en même temps que le salarié s'est sectionné un morceau de doigt, finalement doit être jetée. Donc on a une perte de matière, on a une perte de temps liée à tout le nettoyage de la ligne, on a potentiellement du coup une exposition des salariés quand ils font le nettoyage de la ligne, et on a potentiellement des clients qui ne sont pas livrés en temps et en heure. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le coût indirect. Et je pense qu'il est intéressant quand on a un accident ou quand on a une évaluation des risques et des mesures à mettre en place de s'interroger sur cet aspect financier. Et après, il est toujours aussi bon de se mettre à la place des interlocuteurs qu'on a en face quand on doit argumenter, c'est-à-dire que s'il faut argumenter auprès du service achat, s'il faut argumenter auprès du service commercial, eh bien, quels sont leurs propres enjeux à eux? Et donc, comment on essaye de retourner cette argumentation de façon à comprendre leurs propres enjeux et à leur exprimer le fait que c'est aussi dans leur intérêt de mettre en place les mesures. Merci pour cette réponse. Je pourrais apporter justement un complément en disant que justement quand les actions de correction ont été choisies et déployées, il faut qu'elles soient accompagnées. D'où l'intérêt de faire du suivi. Parce que on peut en effet être amené pour une question en effet d'action directe et immédiate de par exemple imposer un nouvel équipement de protection individuelle. Si sa mise en œuvre n'est pas accompagnée pour que les gens soient convaincus de la pertinence et de l'intérêt de ces nouveaux équipements, qui peut-être n'est que temporaire suite à d'autres améliorations à venir, je pense qu'il y a quelque chose en effet qui va amener un refus d'évolution. Et donc, quand on met en place des mesures correctives suite à un accident, il faut vraiment s'interroger sur la stabilité de cette mesure, la pérennité de cette mesure, la pertinence, et communiquer dessus. Et en effet, d'accompagner. Et peut-être, en effet, il y a des mesures qui seront mises en place immédiatement et d'autres plus tard, parce que ce n'est pas économiquement possible aujourd'hui, mais c'est prévu, c'est questionné, etc. Et cette communication sur l'accident et ses suites, elle est extrêmement importante pour faire justement adhérer les gens. Et enfin, pour terminer, Marjorie ou Anne-Sophie, comment clarifier la notion d'accident grave, notamment pour l'intégrer à l'analyse des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, la CSSCT? Je ne sais pas si... la définition d'accident grave, elle est réglementaire. On va peut-être pas la définir là. Dans les mots exacts, je ne saurais pas quoi dire, mais elle est réglementaire. Et en fait, on l'a vu très bien au tout début, et même avec l'intervention de monsieur. En fait, tout va dépendre j'allais dire du seuil de tolérance, le terme est pas bon, mais de ce que l'entreprise souhaite mener comme action sur ces accidents du travail. Elle peut considérer tout accident comme étant grave. Elle peut décider de ne traiter malheureusement que les mortels et elle passerait à côté de beaucoup de choses. Mais pour l'entreprise, chaque accident est grave. Marjorie l'a expliqué, il y a des impacts financiers, il y a des impacts pour la victime, pour le collectif, des impacts économiques sur la production, le remplacement éventuellement des personnes qui seraient en arrêt de travail, là avec des bénéficiaires qui doivent se réadapter à cet nouvel environnement, pour les salariés et puis bénéficiaire une nouvelle personne, c'est pas forcément évident. Donc à mon sens, chaque accident devrait être traité, mais ces critères-là sont à définir par l'entreprise. Bien, merci pour vos réponses et éclairages. C'est la fin de notre émission qui fait suite à la parution de la revue Travail et Sécurité de septembre. Des ressources complémentaires disponibles notamment sur le site de l'INRS vont s'afficher à l'écran. Merci encore de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro des Rendez-vous de Travail et Sécurité. Merci. Merci.